Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis là pour guider notre exploration aujourd'hui. Et moi, je vais tenter d'apporter quelques éclairages sur les comportements fascinants dont on va discuter. Justement, aujourd'hui, on plonge dans les stratégies de chasse en groupe. C'est assez incroyable chez certains cétacés. On va voir comment ils collaborent et puis surtout, la grande question, est-ce que c'est de l'instinct ou est-ce qu'ils apprennent? C'est une excellente question. Alors commençons peut-être par les plus connus pour ça, les orques. Leurs techniques sont spectaculaires, c'est le mot. Ah oui, tout à fait. On pense au carrousel en Norvège là pour rassembler le hareng. Ou alors ce qui est fou, les chouages volontaires en Argentine pour attraper les otaries sur la plage. C'est quand même hyper risqué pour elles, hein. Oui, c'est très risqué. Et il y a aussi la technique de la vague pour faire tomber un phoque d'un bloc de glace. Ce qui est vraiment frappant, au-delà de la variété, c'est la coordination. La coordination, oui. Exactement. Ça demande une planification, une communication très sophistiquée. Chaque orque a son rôle. Ça montre bien leur intelligence, leur capacité d'adaptation. Et cette coordination, on la voit aussi chez d'autres espèces. Les baleines à bosse, par exemple, avec leurs filets de bulles. Tout à fait. C'est un autre exemple magnifique. Elle plonge à plusieurs, remonte en formant un cercle, et en même temps, elle souffle de l'air. Ça crée un mur de bulles, comme un filet, qui concentre le plancton ou les petits poissons. Ah d'accord. Et après? Et après, de manière parfaitement synchrone, elles émergent au centre, la gueule grande ouverte pour tout engloutir. C'est une véritable chorégraphie aquatique. Impressionnant. Et j'avais lu quelque part que cette technique, elle pouvait se transmettre. Comme une mode. C'est exactement ça. On a observé sa propagation dans le golfe du Maine. Une baleine commence, et puis d'autres limites. C'est un cas d'école d'apprentissage social, de transmission horizontale, entre pairs. Donc on voit déjà bien que l'apprentissage est clé. D'accord. Et si on parle des cachalots, eux, ils chassent très profond dans des conditions extrêmes. Oui, jusqu'à 1200 mètres de profondeur parfois. C'est énorme. Et ils ont besoin de manger beaucoup, genre une demi-tonne par jour. Une demi-tonne? Oui. Alors, pour gérer ça, ces plongées qui demandent beaucoup d'énergie, ils coopèrent aussi. Ils utilisent une sorte de technique de relais. Un groupe va chasser en profondeur, pendant qu'un autre se repose en surface, puis ils inversent les rôles. Malin. Ça optimise l'effort. C'est ça, une optimisation énergétique. C'est fascinant. Et il n'y a pas que la coopération au sein d'une même espèce. Si. J'ai cru comprendre qu'il y avait même des alliances entre espèces différentes. Oui, ça arrive. C'est souvent pour être plus efficace ou économiser de l'énergie. En Nouvelle-Zélande, par exemple, on a vu des grands dauphins chasser avec des pseudorques. Ah oui. Ou aux Açores, on voit des mélanges de différentes espèces de dauphins qui chassent ensemble. Parfois, c'est même plus opportuniste. En Norvège, on a vu des baleines à bosse profiter du travail des orques qui rabattent le poisson. Elles arrivent et se servent. Pas bête. Et il y aurait même eu des cas de coopération avec les humains. Historiquement, oui. Des cas bien documentés au Brésil, en Birmanie, en Mauritanie aussi. Des dauphins qui aidaient les pêcheurs en rabattant les poissons vers les filets. C'était un échange de bons procédés, en quelque sorte. Ça montre une flexibilité comportementale assez incroyable. Bon, alors tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Ces stratégies complexes, c'est inné, c'est dans les gènes, ou c'est surtout appris, transmis? Les recherches actuelles pointent quand même très fortement vers l'importance de l'apprentissage social. La transmission culturelle sont vraiment joué un rôle majeur. La transmission culturelle. C'est-à-dire, C'est l'idée que des savoir-faire se transmettent. On a l'apprentissage vertical, de la mère au petit. C'est très fréquent pour les tactiques de chasse. La mère montre, le petit apprend. d'accord. Et puis il y a l'apprentissage horizontal, entre membres du même groupe, comme pour le filet de bulles dont on parlait, ou cette technique des dauphins en Australie qui utilisent des éponges pour se protéger le nez en cherchant de la nourriture au fond. Ou le shelling, une autre technique où ils utilisent de gros coquillages pour coincer les poissons. Et est-ce que certaines espèces sont plus douées pour imiter, pour apprendre des autres? On observe des capacités d'imitation assez bluffantes chez certaines espèces comme les dauphins, les orques, les belugas aussi. Ils peuvent imiter des sons. On sait qu'ils ont des dialectes vocaux différents selon les groupes, mais aussi des gestes, des mouvements. Ça facilite bien sûr l'apprentissage et la diffusion de ces techniques complexes. Mais alors l'instinct, il est où là-dedans? Il n'y a pas une base génétique qui favorise ça? Si, bien sûr, il y a une base biologique. On ne part pas de rien. Ces animaux ont de grands cerveaux, très complexes. Ils possèdent des types de neurones spécifiques, comme les neurones fusiformes, qu'on pense liés au traitement des infos sociaux, peut-être même à l'empathie.
Mhm. Et puis, il y a ce concept de coévolution gène-culture. C'est un peu l'idée que les comportements appris, s'ils donnent un avantage, peuvent influencer la sélection naturelle au fil du temps. Et inversement, la génétique peut prédisposer à certains apprentissages. Les différentes traditions de chasse chez les dauphins de Shark Bay semblent un peu liées à ça, à des lignées génétiques distinctes. D'accord, c'est une interaction complexe. Exactement. Et le fait qu'ils puissent adapter leur stratégie assez vite quand leur environnement change, c'est aussi une preuve solide que l'apprentissage et la flexibilité sont vraiment au cœur de ces comportements. Ok, donc si on essaie de résumer un peu, la chasse en groupe, c'est courant, c'est varié, c'est complexe chez beaucoup de cétacés, et s'il y a sans doute une part d'inné, l'apprentissage social, la culture, semble vraiment essentiel pour développer et transmettre ces savoir-faire. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question importante pour finir, je pense. Quand on parle de conservation des cétacés, Oui, bien sûr. il ne faut pas penser uniquement à protéger l'espèce au sens biologique, les gènes. Il faut aussi penser à protéger ses cultures comportementales, ses traditions. Parce que si un groupe perd un savoir-faire de chasse essentiel, appris de génération en génération, ça peut le rendre beaucoup plus vulnérable, même si l'espèce elle-même n'est pas en danger immédiat. C'est une perspective essentielle. Merci beaucoup pour ces éclairages passionnants. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.